Ce corps n'est autre que le vide n'est autre que ce corps. Ma sœur, je l'ai choisie. Je n'ai pas d'autre famille. Nous sommes des femmes serpents, des Yaojing immortelles unies par un pacte secret de sororité. Revêtues de notre enveloppe corporelle humaine, nous avons quitté la Chine. Nous ne nous sommes pas vus depuis des décennies quand Singapour de nouveau nous réunit. Quel sort réserve cette ville à celles et ceux qui, comme nous, ne correspondent pas à la norme? Moi, ma sœur, on me l'a imposé. Je n'avais rien demandé. J'ai été contrainte de partager avec elle le lit de mes parents, de partager avec elle mes parents. Dans notre appartement exigu de Bédoc, nous devenons cependant inséparables. Elle m'admire, je la protège. Je la protège de ma grand-mère et des rumeurs du quartier. Car je suis sa Gigi, sa grande sœur, son modèle. Jusqu'à ce que j'entre au Junior College. Là, notre vie bascule. Je me promène entre deux livres, d'une ligne à l'autre, d'une sœur à l'autre. Sister Snake d'Amanda Lee Ko, publié fin 2024 chez Echo aux États-Unis et Ethos Book à Singapour. The Original Daughter de Jemima Wei, publié en juin 2025 chez Doubleday aux États-Unis et Weidenfeld & Nicholson en Grande-Bretagne. Je suis Julie Moulin, vous écoutez Marcher entre les lignes. J'écris une partie de cet épisode lors d'un voyage à Genève. Je prépare notre déménagement car cet été nous quitterons Singapour. Pendant ce voyage, je fais la promotion de mon dernier livre, L'insulation nouvelle de Singapour. J'ai froid, nous sommes en mars, j'attrape un rhume, mon corps crie panique tandis que je parle à mon auditoire de chaleur, de moiteur, d'insolation et d'insularité. Je me sens écartelée entre deux mondes. Je mesure à quel point ma petite île, aussi étouffante que surprenante, va me manquer. Je sais qu'il est temps de revenir en Europe, néanmoins Singapour a transformé pour toujours ma vie et une partie de mon corps. Celle qui part n'est pas la même que celle qui revient. Je me plais à imaginer que les deux écrivaines à l'honneur de ce podcast, Amanda Lee Ko et Jemima Wei, font peu ou prou la même expérience. Toutes deux vivent aux États-Unis depuis plusieurs années. Quand elles viennent à Singapour, c'est pour rendre visite à leurs proches ou faire la promotion de leurs livres. Mais contrairement à moi qui reformule le lieu que j'habite, Amanda Lee Ko et Jemima Wei écrivent sur le pays dont elles se sont éloignées. Je ne suis pas étonnée de retrouver dans leur roman la question si prégnante à Singapour des racines. Qu'est-ce qui nous rattache à un lieu ? Je m'interroge moi aussi. Deuxième partie de cet épisode autour de la gémellité et de la sororité, de Singapour qui forme et transforme, de famille et de liens qui nous hantent à jamais. Quelques mois après la parution de Sister Snake, un autre roman écrit par une autrice singapourienne établie elle aussi aux États-Unis fait parler de lui. The Original Daughter de Jemima Wei. Ici, point d'esprit animal ou de métamorphose fantastique. Les deux ouvrages ont cependant des affinités évidentes, à commencer par leur sujet. Ils décrivent chacun à leur façon la complexité des rapports humains à travers l'histoire de deux sœurs d'adoption. Et pas n'importe où, à Singapour. Dans The Original Daughter de Jemima Wei, Erin et Genevieve deviennent sœurs par la force des circonstances. Un choc pour les deux petites filles aussi bouleversées l'une que l'autre par ce tremblement de terre familial. Genevieve, la narratrice, est l'aînée. Elle est la fille naturelle du couple Yang, la fille originelle comme l'indique le titre de l'ouvrage. Jen vit avec ses parents et sa grand-mère dans un 2 pièces d'un HDB de Bédoc à l'est de l'île. Elle partage le lit de ses parents tandis que sa grand-mère, une vieille femme cruelle, dort derrière un paravent dans le salon. L'appartement est minuscule et la promiscuité intenable. The man left without a backward glance. No one else moved, and the only sound after his brisk football faded was the slow drip of water seeping off the edge of the table and perspiring onto Erin's backpack, which had fallen off the chair and onto the floor. I'm Genevieve. I thought of the words I'd rehearsed in my head, in preparation for this exact moment. You're new, Jieje. Vers l'âge de 8 ans, on lui impose une petite sœur, Erin. L'enfant a presque le même âge qu'elle. Elle débarque un beau jour de Malaisie en compagnie de son père avec pour tout bagage un sac à dos et une urne funéraire. Il s'avère que les deux fillettes ont en commun un grand-père paternel que tout le monde à Singapour croyait mort.
Le grand-père avait en réalité fondé une nouvelle famille de l'autre côté du détroit de Johor. Cette fois, il a réellement disparu. Et comme son deuxième fils en Malaisie n'a pas les moyens d'élever tous ses enfants, il sollicite la pitié des parents de Jin. L'homme est parti sans un regard en arrière. Personne ne bougea. Le seul son perceptible après que le bruit de ses pas précipités se fut estompé était celui de l'eau gouttant lentement du bord de la table sur le sac à dos d'Erin qui était tombé de la chaise. « Je suis Genevieve », je repensais aux mots que j'avais répétés dans ma tête en vue de ce moment précis. « Ta nouvelle Gigi ». Nous sommes en 1996. Confier ses enfants à une famille plus aisée se fait encore. C'est une pratique courante dans la région depuis des siècles, quand on ne vendait pas simplement ses filles. Sauf que chez les Yang, même si l'on habite à Singapour, l'Eldorado sud-asiatique, on vit les uns sur les autres. Erin devient le bouc émissaire de la grand-mère délaissée. La vieille femme l'insulte en hokkien, la langue en déshérence de l'autoritarisme, écrit Jemimah, ce dialecte chinois que les vieux parlent mais que les jeunes ne comprennent plus. Les petites filles vont conclure un pacte. Désormais, l'une n'existera plus sans l'autre. Le livre court de 1996 à 2015 en débutant par la fin, juste ce qu'il faut pour nous donner envie de tourner les pages. Jemimah nous invite à regarder grandir ses héroïnes à travers l'œil implacable de Jin. Leur relation est complexe, fusionnelle, corrompue par une promesse intenable, des non-dits, des reproches et surtout beaucoup d'orgueil et de jalousie. Comme dans Sister Snake d'Amanda Liko, il y a entre les deux sœurs et ici au sein de toute la famille Yang une impossibilité frappante à se dire les choses, à s'exprimer et à se faire entendre. Jemimah dira qu'elle a été inspirée par les silences qui ont peuplé son enfance. La question de l'appartenance et de l'affiliation sous-tend les deux ouvrages. Il y plane une incertitude, une forme d'inquiétude sur le fait de se sentir ou non chez soi quelque part. Sister Snake, dont je vous ai parlé dans la première partie de cet épisode, fait le récit de deux femmes serpents, Sue et Emerald, qui avaient juré de ne jamais se séparer. Emerald se plaît à New York tandis que Sue a trouvé son lieu sûr à Singapour. Singapour qui deviendra le lieu périlleux de leur retrouvaille et du dénouement. Dans The Original Daughter, Erin grandit avec la morsure de l'abandon. À Singapour, elle cherche sa place, quitte à prendre celle de sa sœur. Car en plus de l'imiter, Erin finit par surpasser Jane dans tous les domaines. « There's no me without you », rappelle Erin en souvenir de leur pacte. « Sans toi, je n'existe pas. » Mais jusqu'où peut aller l'allégeance ? L'abandon est omniprésent dans ce roman où les pères font défection. Le grand-père paternel qui se fait passer pour mort et recrée une famille en Malaisie, le père d'Erin qui se débarrasse de sa fille, le père de Jane qui finit par délaisser à son tour le foyer exigu, et même le grand-père maternel qui refuse de parler à sa fille depuis qu'elle a abandonné ses études pour fonder une famille avec un homme de moindre rang. Tel un ressac revient la sempiternelle interrogation. Où est-on chez soi ? Où est-on soi-même ? Alors que dans Sister Snake nous revêtissons la peau de deux serpents immortels, The Original Daughter s'ouvre sur l'annonce d'une mort imminente. On apprend dès les premières pages du livre que Sue, la mère, est atteinte d'un cancer incurable. Or ce que voudrait cette femme avant de mourir, c'est revoir sa fille adoptive. Pour une raison que l'on ignore, ni Genevieve ni sa mère n'ont plus de contact avec Erin. Celle-ci n'habite plus à Singapour. Partie d'elle-même ou poussée dehors, on ne sait pas. En tout cas, Jen n'a pas assez de mots durs à l'encontre de sa sœur. La colère la ronge à tel point qu'elle refuse de l'informer de l'état de santé de leur mère. Erin aurait pourtant les moyens de lui offrir de meilleurs soins. Car Erin est devenue une célébrité, elle a fait carrière dans le cinéma. Elle continue d'ailleurs d'apparaître dans l'existence de sa sœur par le biais de couvertures de magazines de mode. Jen la compare à un serpent. Écoutez. The next day, as if conjured by my mother's desires, Irene appeared on the cover of Life. I ignored the headlines and scrutinized the pictures. Once upon a time, we were so inseparable. People would often get us confused. If the neighborhood aunties had to differentiate us, they'd say, Sue's girls, the big one, the small one, even though I was only a year older than Irene. We looked so alike. People wouldn't believe Irene was adopted. Now, no. The picture showed Irene on a red carpet somewhere, looking straight into the camera. Her hair was coiled and resting at the top of her head like a snake. Her eyebrows arched and sly,
her gaze simultaneously placid and amused. Le lendemain, comme si elle répondait aux vœux de ma mère, Erin apparut en couverture de Life. Je délaissai les titres pour scruter la photo. Fut un temps où nous étions inséparables. Les gens nous confondaient souvent. Si les aunties du voisinage avaient besoin de nous différencier, elles disaient « les filles dessous », la grande, la petite, alors que j'avais seulement 1 an de plus que Erin. On se ressemblait tellement. Personne n'aurait pu penser qu'Erin avait été adoptée. Maintenant, non. La photo montrait Erin foulant quelque part un tapis rouge en fixant l'objectif. Ses cheveux étaient enroulés au-dessus de sa tête comme si c'était un serpent. Ses sourcils arqués lui donnaient un air malicieux. Son regard était à la fois placide et amusé. Genevieve refuse de faire appel à Erin, pourtant elle peine à payer seule les soins médicaux de leur mère qu'une 2e intervention chirurgicale aurait pu sauver. À Singapour, les soins de santé sont peut-être excellents, mais ils sont onéreux. Même dans les hôpitaux publics où les actes médicaux sont subventionnés, les sommes restent faramineuses. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une assurance privée. Quant à l'épargne obligatoire de santé de la mère, la Medisave, elle est épuisée. Jen, de son côté, n'en bénéficie pas faute d'avoir un emploi stable. À 27 ans, elle enchaîne les boulots précaires. Elle fait des ménages et corrige des copies dans un centre de soutien scolaire. Avec The Original Daughter, vous l'aurez compris, nous quittons les quartiers huppés et les lieux alternatifs. Nous atterrissons à Bedok, dans un quartier de HDB, ces logements subventionnés par l'État où vivent la grande majorité des Singapouriens. La vie de Jen et Erin est saturée des rumeurs et des cancans des aunties, les voisines qui tiennent les différentes boutiques au pied de leur bloc d'immeubles. Écoutons un extrait, cela se passe en 1996. Spies were everywhere. Conversations in the parking lots outside our window frequently floated up toward us in snatches. Il y avait des espionnes partout. Les conversations en bas sur le parking nous parvenaient à travers la fenêtre par bribes. Tout le monde au Hawker Center de l'autre côté de la rue connaissait et appréciait mes parents. De temps en temps, la vendeuse de nouilles et de boulettes de poisson nous criait de leur passer le bonjour de sa part et tout ça. Aucune des aunties sur la rangée de boutiques alignées au bas de notre immeuble n'était surprise de voir Erin trotter à mes côtés. Elles avaient déjà entendu parler de son arrivée, à cause des rumeurs ou parce qu'elles avaient surpris des conversations. Et peu importe la douceur qu'elles mettaient à nous sourire, leur loyauté était réservée au monde des adultes. Je les désignais une à Erin, ces visages qui peuplaient mon quartier et qui, je le devinais déjà, ne changeraient jamais. La boulangère qui serait toujours la boulangère. Le coiffeur à $10 qui raserait des cheveux jusqu'à ce que l'arthrose déforme son poignet. La famille de vendeurs de mi-poc qui auditionnaient toutes leurs belles-filles potentielles pour s'assurer que leur recette secrète de vinaigre reste bien au sein du clan. Tout le monde s'occupait des affaires des autres, le voisinage fonctionnant tranquillement sur le carburant des commérages. Ce qui n'était pas une mauvaise chose, cela dénotait de l'intérêt, de l'attention, le fait de s'enquérir du fils de l'épicier qui étudiait à l'université ou de prendre des nouvelles de l'épaule raide de la auntie du stand à boissons. Il était cependant crucial pour Erin de comprendre une chose. Tous autant qu'ils étaient rapporteraient à nos parents et appelleraient cela de l'amour. Jemima dépeint avec virtuosité la société singapourienne. Elle raconte dans plusieurs interviews s'être inspirée des lieux et des personnes de son enfance. Pour être exhaustive et certaine de ce qu'elle avançait, elle a même demandé à ses fans de lui confirmer certains éléments. J'aime beaucoup cette idée de mémoire participative. Ce qui m'a le plus intéressé dans ce livre est le contexte dans lequel se déroule le récit et notamment la place qui occupe le système scolaire. Il y a un terme en singlish, kiasu, qui signifie avoir peur de manquer. Ce néologisme dérivé du Hokkien désigne par extension le fait d'avoir un esprit de compétition. Être kiasu, c'est adopter une stratégie pour obtenir quelque chose en premier, que ce soit dans la queue d'un hawker center, à l'ouverture d'un nouveau restaurant ou d'un nouveau magasin, et dans n'importe quel autre champ de la vie sociale. Bien qu'il soit chargé d'une connotation péjorative, le kiasuisme fait partie intégrante de la culture singapourienne. Les Singapouriens le définissent eux-mêmes comme un de leurs traits caractéristiques. Dans un essai intitulé Unease, Malaise, paru récemment aux éditions Ethos Book, la sociologue Theo Yu Yan se demande pourquoi les parents à Singapour organisent à leur propre détriment la vie de leurs enfants autour de leur réussite scolaire au lieu de les laisser jouer. Sont-ils kiasu, une explication culturelle qu'elle trouve paresseuse, ou contraints par une organisation sociale qui leur laisse peu d'options. Car le système scolaire à Singapour est connu non seulement pour son excellence, mais aussi pour son extrême compétitivité. On a envie de lire le roman de Jemima à travers ce prisme. L'injonction à la réussite a des conséquences sur la santé mentale des deux sœurs. Nonobstant leur alliance, Jen et Erin n'ont pas d'autre choix que de se comparer et de chercher à se distinguer l'une de l'autre. Il faut devancer l'autre ou bien souffrir de se faire dépasser. À Singapour, les enfants passent à 3 étapes de leur scolarité des examens sélectifs.
Leurs résultats déterminent la classe, les enseignements, puis le type d'établissement et les études auxquelles ils auront accès. Ces examens ont lieu à la sortie du primaire, au milieu et à la fin du secondaire. À côté, il y a les écoles internationales, le filet de sécurité des familles aisées, écrit Jemima Way. Entre leurs 14 et 16 ans, les élèves déjà répartis en classes de niveau depuis la fin du primaire passent 2 types d'examens. Le certificat de niveau N-Level, conduit aux instituts polytechniques de moindre réputation, tandis que le niveau O-Level, oriente les meilleurs vers les junior college, l'équivalent de notre lycée. Tous les junior college ne se valent pas, il existe évidemment un classement. La pression sur les enfants est donc forte. Puis à la sortie du junior college, JC comme on dit ici, les jeunes Singapouriens comme les boursiers étrangers passent un dernier examen, le A-Level, qui leur ouvrira ou non les portes de l'université. Un moment stressant voire délétère que décrit Jemima Way. That A-level season, wetness saturated the air. A sleep-deprived PRC scholar mixed up her schedules up and appeared outside the exam hall 24 hours after chemistry part B concluded, missing her exam and effectively obliterating her scholarship and visa. She was later hospitalized. En cette période de A-Level, l'air était saturé de folie. Une étudiante chinoise en manque de sommeil avait confondu ses convocations et s'était présentée dans le hall des examens 24 heures après que la chimie B eût été finie. Elle échoua à l'examen, entraînant de fait la révocation de sa bourse et de son visa. Elle fut hospitalisée quelques jours plus tard après une tentative de suicide. Guo, que je ne pensais pas doté d'une telle force de caractère, fut piqué à l'avant-bras par un frelon en plein milieu de la dissertation d'économie. Il s'agrippa à son stylo et poursuivit avec opiniâtreté son argumentation sur l'efficacité allocative et le monopsome, jusqu'à ce qu'un surveillant annonce la fin de l'épreuve et appelle une ambulance. Pour réussir ces différentes épreuves, la plupart des élèves suivent dès leur plus jeune âge des cours de soutien avec des professeurs privés ou dans des centres spécialisés. Les tuition centers sont une véritable industrie à Singapour. Selon le Straits Times, en 2023, les familles singapouriennes ont dépensé un total de 1,8 milliard de dollars singapouriens en soutien scolaire. Évidemment, cela crée des inégalités sociales, les familles ne déboursant pas toutes les mêmes montants pour leurs enfants. En l'occurrence, chez les Young, les parents d'Erin et de Jane n'ont pas les moyens d'offrir des cours privés à leurs filles. Le père est chauffeur de taxi, tandis que la mère, faute d'avoir poursuivi ses études, travaille un temps comme bibliothécaire puis comme vendeuse dans un magasin de photocopies. Elle compense son déclassement social en s'investissant elle-même dans le soutien scolaire à ses filles. Un moment, elle essaye même de donner des cours privés. Cette aide maternelle ne fonctionne qu'un temps. Jen a certes brillé au O-Level et a réussi à intégrer un prestigieux junior college. Mais alors qu'elle excellait à l'école secondaire du quartier, Jen décroche une fois que les exigences augmentent. Ses professeurs tentent même de dissuader Jen de poursuivre dans cette voie élitiste. Ils l'invitent au contraire à se réorienter vers un établissement polytechnique. Jen perd toute confiance en elle, elle échoue au A-Level et se retrouve sans aucun diplôme. Rien. Erin, qui arrive derrière, a retenu la leçon. Évitant de tomber dans les mêmes écueils que sa sœur, elle évolue avec moins d'arrogance dans un JC de moindre réputation. Elle entre sans difficulté à l'université. Plus Jen perd pied, plus Erin prend de l'assurance. Et c'est comme ça tout le temps, quoi que fasse Jen. Erin réussit partout où Jen échoue. Signe de son importance et des questions qu'il soulève, le système scolaire est un thème récurrent dans les œuvres culturelles contemporaines à Singapour, qu'il s'agisse d'essais, de fiction, de comédies musicales ou de films. Au théâtre, Secondary the Musical de Weich était rejoué en avril par la compagnie Checkpoint Theatre. Cette comédie musicale, récompensée en 2025 par le Straits Times Live Theatre Awards, raconte le quotidien d'une professeure de littérature au bord du burn-out. Lily n'a pour élève des adolescents dissipés et attachants, pour certains confrontés à des situations familiales complexes. Comment les intéresser à la littérature ? Comment les encourager tout en faisant respecter la discipline ? Lily introduit de l'humain et de la pensée critique là où le système est déterminisme. J'ai adoré cette pièce. Le public aussi qui revient et ovationne. Hosir Sulaiman, le directeur de Checkpoint Theatre, se targue de monter depuis 24 ans des productions dont le contenu est particulier à Singapour. Le public s'intéresse au sujet qui lui parle, explique-t-il lors d'une rencontre avant le spectacle. Et les autorités ? Demande une étrangère. Je me retourne et souris. Ce sont toujours les étrangers qui posent cette question. La pièce ne prône rien, répond tranquillement Hosir Sulaiman. Elle ouvre un espace de réflexion.
Le Straits Times a publié des articles élogieux, signe que tout va bien. Quant au ministère de l'Éducation, il n'a fait aucune communication. Plus ouvertement contestataire, le film Amoeba de la singapourienne Siu Tan a été projeté en novembre 2025 à Singapour dans le cadre du Festival du film international. Il a ensuite fait le tour des capitales européennes avant de revenir à Singapour en mars. Je suis allée le voir à cette occasion à Filmhouse, à Golden Mile toujours. Salle comble encore avec la présence de Siu Tan et des actrices à la fin de la projection pour une session de questions-réponses. Siu Tan, comme Amanda Liko et Jemima Wei, vit habituellement aux États-Unis. Parfois, il faut être infidèle aux autres et au système pour rester soi-même, nous dit-elle ce soir-là. On retrouve dans ce film l'époustouflante Genevieve Tan qui jouait le rôle de Lilin dans Secondary the Musical, ainsi que Lim Shi-han, laquelle vous vous en souvenez, lisait des extraits de Sister Snake à New Baru. Elle aussi apparaît dans Secondary the Musical. Amoeba raconte l'année scolaire de 4 adolescentes rebelles dans une école de filles confucéennes hyper stricte de Singapour. Caméra au point, elle crée un gang, vilain mot qui vaut au film d'être interdit à Singapour aux moins de 21 ans. En réalité un gang innocent et juvénile qui se réunit dans les excavations d'un chantier de construction. On aura saisi le symbole. Les jeunes filles concluent elles aussi un pacte impossible à tenir, en l'occurrence intégrer le même junior college en dépit de leurs différences scolaires et de classe sociale. L'atmosphère du film vous reste longtemps en mémoire. Je suis allée voir ce que les Straits Times en disaient. La critique est bonne. Le journaliste qualifie ce genre d'œuvre culturelle de Singatrauma, ce qui m'a bien fait sourire. Il écrit par ailleurs que toute personne passée par le système scolaire singapourien s'identifiera à ces jeunes filles. À Filmhouse, lors des questions-réponses, l'émotion était en effet palpable. The Original Daughter fait une impressionnante carrière internationale. Le roman est nommé meilleur livre du printemps 2025 par de nombreuses revues, dont Time. Il est recommandé entre autres par The New York Times et est sélectionné pour des prix littéraires en Irlande et en Asie. À Singapour, il se hisse immédiatement en tête des ventes. Il faut dire qu'en plus de ses indéniables qualités littéraires, The Original Daughter a bénéficié de la notoriété de son autrice. Car Jemima Wei est déjà célèbre sur les réseaux sociaux quand son livre sort. Comme Erin, elle est repérée très jeune pour animer une émission et devient créatrice de contenu pour de grandes marques. Internet, dit-elle, est alors le moyen de gravir un échelon social. Elle tient un blog depuis 2007 dont on trouvera le lien dans le descriptif de cet épisode. On a beaucoup discouru sur l'avance vertigineuse dont l'aurait doté son éditeur. Cela aurait pu décevoir ou donner à penser qu'elle survolerait de façon superficielle son sujet. Mais non. The Original Daughter est vraiment un des meilleurs romans que vous pourrez lire sur le quotidien des Singapouriens. Jemima Wei a mis 10 ans à l'écrire. Jemima Wei vit donc entre les États-Unis et Singapour. En 2019, alors qu'elle travaille déjà depuis 8 ans à Singapour, elle obtient une bourse pour étudier à Columbia à New York. Comme elle l'explique dans un interview pour le journal en ligne de Literary Hub, elle a tout juste le temps de s'acclimater que la pandémie la réexpédie à Singapour. Quand elle revient aux États-Unis en 2021, c'est avec un esprit de revanche. Jemima Wei se crée une communauté littéraire à raison de bourses et de résidences d'écriture dans les plus prestigieux programmes, dont Stanford. Comme tout expatrié loin de ses racines, il lui semble être sans cesse en train de dire au revoir à quelqu'un. Néanmoins, comme elle le dit, ses amitiés littéraires ont le mérite de lui offrir un espace de partage et de validation mutuelle, rompant l'isolement propre au processus de publication. Depuis l'année dernière, elle accompagne également des auteurs débutants à Singapour dans le cadre d'un programme créé par le Singapore Book Council. J'ai rencontré Jemima Wei en novembre 2025 au club de lecture de la Bibliothèque nationale de Singapour. La jeune femme est volubile, à l'aise, drôle. Elle raconte comment la bourse qu'elle a obtenue pour étudier aux États-Unis a bouleversé sa vie. Autrement, elle n'aurait jamais osé se consacrer à l'écriture tant elle est terrifiée à l'idée de finir à la rue, tant elle est obsédée par le fait de gagner de l'argent. Un auteur connu lui a demandé comment The Original Daughter avait été perçue aux États-Unis, une question qui revient souvent quand un auteur publie à l'étranger. Jemima Wei répond mi-amusée, mi-agacée qu'aux États-Unis, on a surtout relevé l'extrême compétitivité de la société singapourienne. Et alors que 2 personnes dans le public, une étrangère, une singapourienne, louent tout de même la manière dont elle a mis le doigt sur les écueils des systèmes médicaux et scolaires à Singapour, Jemima Wei élude. J'ai eu le sentiment ce soir-là qu'il ne s'agissait pour elle que d'une donnée. Il n'y a sous sa plume aucune irrévérence comme chez Amanda Liko ou Siu Tan. Non qu'elle adouble cette réalité sociale, seulement c'est son paysage. Comme elle l'expliquera, il était important pour elle de restituer une version de Singapour fidèle à celle dans laquelle elle avait grandi.
D'un point de vue littéraire, son intention était plutôt de décrire la dynamique psychologique à l'œuvre dans la relation entre les deux sœurs. Tout ce qui concerne le Junior College m'a vraiment ennuyée à écrire, nous dit-elle ce soir-là. C'était une période tellement stressante, non ? Dans l'interview donnée à The Literary Hub, elle précise quand même. Je pense que lorsque l'on vit dans une société moderne ultra-capitaliste dont le principe d'organisation tourne autour du profit et de la productivité, cela peut être fondamentalement déshumanisant. Alors on cherche des moyens de faire face. L'amour est un de ces actes de résistance. L'histoire de Jen et Erin, c'est cela. Qu'est-ce qui lui manque le plus maintenant qu'elle vit aux États-Unis, lui demande la journaliste dans The Literary Hub. L'intimité moelleuse, répond Jemima Way. La squishiness, dit-elle, de la vie familiale. Je vous propose de nous quitter sur ce joli néologisme et cette tendre nostalgie. Cet épisode a été monté par Vincent Cataigne. Il en a conçu la musique du générique et la réalisation sonore. Je vous retrouve d'ici peu pour un dernier épisode savoureux. Restez abonnés!